On va s'attaquer aujourd'hui à un sujet colossal, l'industrie automobile européenne. C'est un véritable géant mondial, un pilier de notre économie depuis plus d'un siècle. Mais voilà, aujourd'hui, cette industrie se trouve à un tournant vraiment historique. Prise en étau entre une transition écologique qu'on lui impose et une concurrence mondiale absolument féroce, son avenir, franchement, n'a jamais été aussi flou. Du coup, la question qui se pose, elle est immense et elle est au cœur de notre analyse. Est-ce que l'Europe a encore son mot à dire? Est-ce qu'elle a encore les cartes en main pour maîtriser son destin automobile? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Alors, pour y voir plus clair, voilà comment on va procéder. D'abord, on va se replonger un peu dans l'âge d'or de l'industrie européenne. Ensuite, on analysera la rupture qui est en train de mettre fin à cette époque. Puis, on plongera dans la nouvelle course mondiale qui se joue sous nos yeux, avant d'esquisser les scénarios possibles, déclin ou renaissance. Allez, on attaque tout de suite. L'âge d'or de l'automobile européenne. Il faut bien comprendre que c'était bien plus qu'une simple industrie, c'était un pilier, un socle qui a littéralement façonné le continent. Et ce modèle, il reposait sur quoi exactement? Eh bien, sur des bases vraiment très solides. D'abord, un tissu industriel ultra puissant en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne. Ça représentait des millions d'emplois, directs et indirects. Et puis, il y avait cette réputation, cette image de qualité et d'ingénierie impeccable reconnue dans le monde entier. Pensez à toutes ces marques iconiques. Tout ça a été construit sur un modèle qui cartonnait l'exportation et une innovation mécanique de pointe. Et au cœur de toute cette machine, il y avait le roi, le maître absolu, le moteur thermique. C'est simple, la maîtrise parfaite du moteur essence et diesel, c'était la clé de voûte de tout le succès européen pendant des décennies. Le problème, c'est que cette force d'hier, c'est en train de devenir sa plus grande faiblesse aujourd'hui. Et ça nous amène tout droit à notre deuxième partie. Parce que cet âge d'or, il est en train de se fissurer. On peut même dire qu'il touche à sa fin. Pourquoi? Parce qu'on entre de plein pied dans une double rupture. Une rupture écologique et technologique. Cette chronologie est très parlante. On voit bien que tout s'accélère. Ce n'est pas du tout une transition en douceur, là. C'est un véritable compte à rebours qui a été enclenché par des décisions politiques. D'un côté, des normes CO2 de plus en plus dures. Et de l'autre, la date butoir, 2035, plus de ventes de voitures thermiques neuves dans l'Union européenne. C'est une réorganisation totale de toute la filière qui est en jeu. Ce qui est frappant, c'est à quel point le paradigme a changé. Hier, la valeur, c'était la mécanique, la maîtrise parfaite du moteur. Aujourd'hui, c'est tout autre chose. La valeur, elle est dans la batterie, elle est dans le logiciel et elle est dans la gestion des données. En gros, le terrain de jeu a été totalement redessiné. Et la conséquence directe de tout ça, c'est une question un peu brutale qui se pose à tout le continent. Est-ce qu'on assiste à une transition écologique vertueuse ou est-ce que c'est le début d'une désindustrialisation accélérée, avec tout ce que ça implique, les usines qui ferment et les emplois qui disparaissent? Et voilà qui nous plonge dans la nouvelle course mondiale. Une course dans laquelle l'Europe, on peut le dire, a été un peu poussée de force. Et le gros problème, c'est qu'elle ne part pas en pole position, loin de là. Ce graphique sur la course aux batteries est sans appel. La Chine, domination totale, écrasante sur la production. Les États-Unis, ils mènent la danse de l'innovation, notamment avec des acteurs comme Tesla. Et l'Europe dans tout ça? L'Europe court. Elle essaye de rattraper son retard, mais la distance est considérable. Les faiblesses, elles sont claires. Une dépendance critique aux batteries asiatiques, des coûts de production ici en Europe qui sont plus élevés et un retard assez net sur toute la partie logicielle. Mais attention, l'Europe ne reste pas les bras croisés. La riposte s'organise avec des investissements massifs dans des gigafactories et la création d'alliances industrielles pour tenter de combler l'écart. Il faut vraiment comprendre ça. Une voiture aujourd'hui, ce n'est plus juste de la mécanique. C'est devenu ce qu'on appelle la voiture définie par le logiciel. Le plus simple, c'est de l'imaginer comme un ordinateur sur roue, constamment connecté et qui génère une quantité de données absolument phénoménale. Et ça nous amène au vrai risque stratégique majeur. Le point crucial, il est là. Si l'Europe ne maîtrise ni la batterie, le cœur, ni le logiciel, le cerveau, alors que reste-t-il? Ces grands constructeurs historiques risquent de devenir de simples assembleurs, des sortes de coquilles vides, où toute la valeur est captée par des acteurs technologiques qui, eux, ne sont pas européens. Et cette menace, elle n'a rien de théorique. Ce chiffre est saisissant. Les analystes prévoient que les parts de marché des constructeurs chinois en Europe vont plus que doubler. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent avec des véhicules électriques, technologiques et surtout moins chers. Bon, le tableau est posé. Il est complexe, c'est vrai. Alors face à cette situation, quel avenir se dessine? C'est notre dernière partie. On va explorer 3 scénarios possibles. En gros, le déclin ou la renaissance.
Ok, alors 3 chemins principaux se dessinent. Le premier, c'est le déclin contrôlé. L'Europe perd du terrain, devient dépendante des autres. Le second, plus optimiste, c'est la renaissance industrielle. L'Europe réussit son pari, se réindustrialise et maîtrise les nouvelles technologies. Et puis un troisième scénario, celui de la rupture totale, où le modèle de la voiture individuelle tel qu'on le connaît disparaît au profit d'autres mobilités. Cette citation résume parfaitement l'enjeu. Le destin de l'automobile, en fait, ce n'est pas vraiment une histoire de voiture. C'est le miroir de quelque chose de beaucoup plus grand, la souveraineté industrielle de l'Europe, sa capacité à innover et finalement, son mode de vie. Ce qui nous laisse avec cette question finale, une question fondamentale qui va bien au-delà de l'automobile. La vraie interrogation qui se pose aujourd'hui au continent est la suivante. L'Europe veut-elle, oui ou non, encore produire les objets qu'elle consomme ? La réponse déterminera tout son avenir.